Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une nouvelle histoire de disparition. Vous savez que j'aime bien parler de disparition américaine parce que il y a toujours plein de théories déjà d'élaborer, fait que c'est plus facile pour moi de vous donner des informations intéressantes. Puis celle-ci, c'en est une bonne. C'est une disparition qui a vraiment marqué les États-Unis parce que tout le monde en parle, tout le monde connaît cette histoire-là. Même moi, avant que je fasse des vidéos, j'en avais déjà entendu parler. J'espère que la lumière est bonne, il fait noir chez nous. Je sais pas, je pense que c'est correct. Hein? Donc, restez là. Alors, l'histoire commence avec une jeune fille du nom de Maura Murray. C'est quand même difficile à prononcer. Maura est née en 1982 à Henson, au Massachusetts, aux États-Unis. Je ne vais pas vous faire une grosse biographie, mais juste vous dire un peu sur elle. Quand elle était à l'école secondaire, elle faisait partie de l'équipe de tracking, donc de course à pied. Elle était très bonne en course à pied, elle adorait. Durant l'université, elle étudiait pour être infirmière. Et pendant ses études, elle avait un emploi étudiant à l'université. Elle travaillait comme agent de sécurité. De ce que j'ai pu lire, c'est comme, je pense que c'était dans une résidence universitaire. Donc, quand les gens entraient, je pense qu'elle prenait le registre, les noms et tout. Et lors de sa disparition, elle avait 21 ans. Tous les articles que j'ai lus sur le sujet, les documentaires et tout, c'est comme le timeline, il commence à partir du moment de sa disparition, puis après, ils vont voir des indices. Moi, ce que je vais faire, j'aime bien le faire en ordre chronologique, donc je vais vous dire tous les petits indices qui mènent à sa disparition. Alors, le 9 février 2004, à 13h, on sait que Maura a envoyé un email à son petit ami qui disait « J'ai reçu tes messages, mais honnêtement, j'avais pas envie de parler à personne. Mais je te promets de t'appeler aujourd'hui. » Donc, d'après ce message-là, on peut conclure qu'elle allait pas vraiment bien. Elle avait pas envie de parler à personne, même pas son petit ami. En effet, un an avant ce email-là, donc en novembre 2003, Maura avait été arrêtée parce qu'elle se servait d'une carte de crédit volée pour acheter beaucoup de nourriture dans les restaurants. Ce qui est quand même out of character, genre c'est pas le style de Maura de faire ça parce que, comme je dis, c'est une fille qui est sportive, une étudiante. C'est rare que des personnes venant d'une bonne famille qui étudient à l'université font des trucs comme ça, voler une carte de crédit. Mais éventuellement, justement à cause de son profil, après 3 mois de bonne conduite, on a laissé tomber les charges contre elle, heureusement. Puis pendant cette période-là, on a vu sur les relevés de carte de crédit qu'elle avait commandé énormément de nourriture avec la carte. Mais des fois, là, c'était beaucoup trop de nourriture pour une seule personne. Ça, c'était quand même de quoi qui a comme sonné une cloche chez les policiers. Mais ses amis qui ont été interviewés, même son ancienne colocataire a dit qu'elle avait toujours eu des problèmes de boulimie. C'était pas rare que Maura mangeait beaucoup de nourriture et les boulimiques, c'est ça qu'ils font, ils mangent beaucoup, puis après ils vont se faire vomir ou après ils arrêtent de manger ou après ils vont aller courir pour essayer de le perdre. Fait que ça se pourrait qu'elle soit boulimique, surtout si elle faisait beaucoup de sport, peut-être c'était pour perdre du poids. Là, mon timeline il est un peu déréglé, mais bon, on retourne en 2004. C'est un incident qui est quand même important de mentionner. Donc, 4 jours avant sa disparition, donc le 5 février, Maura était à son travail et elle parlait à sa grande sœur Caitlin. Et Caitlin avait des problèmes avec son fiancé ou je sais pas trop quoi, donc les deux sœurs parlaient ensemble des problèmes de Caitlin dans son couple. Après avoir raccroché avec sa sœur, à 10h30, Maura a comme explosé en sanglots, vraiment. Et même que son superviseur est allé la voir pour lui demander ce qui allait pas, qu'est-ce qui se passait. Il a vraiment été surpris parce qu'il a constaté que Maura était comme complètement déconnectée. Il était comme « Ça va, Maura? Qu'est-ce qu'il y a? » Puis elle regardait, puis elle avait pas de réponse, comme si elle était gelée, comme si elle entendait pas ce qu'il lui disait. Elle était juste genre sans aucune réaction. Quand Maura a terminé son corps de travail à 1h20, le superviseur il était quand même inquiet, fait qu'il l'a raccompagné à sa chambre, même qu'il lui a demandé en chemin qu'est-ce qu'elle allait pas, puis elle a juste répondu genre « Ah, c'est ma sœur ». Elle n'a pas donné aucune autre réponse. Et c'est seulement cette année, en 2016 ou 2017, qu'on a enfin su qu'est-ce qui s'était dit dans cette conversation-là entre Maura et sa sœur. Et en fait, Caitlin dit que quand elle a parlé à Maura en 2004, Caitlin a toujours eu des problèmes d'alcool, donc elle était une ancienne alcoolique et elle racontait à Maura que son fiancé, quand elle est sortie de rehab, de réhabilitation, son fiancé a comme célébré ça en l'amenant au liquor store, donc pour acheter de l'alcool. Puis Caitlin, elle a vraiment trouvé ça bizarre, donc elle parlait de la réaction de son fiancé à Maura, puis ça l'a vraiment fâché Maura, ça l'a troublée. C'est sûr que si elle s'inquiète pour sa sœur, puis elle sent que personne d'autre s'inquiète, c'est normal que
elle explose en larmes, mais peut-être pas à ce point-là. Donc là, on est 2 jours après l'incident avec la sœur et 2 jours avant la disparition de Maura. Il y a un autre truc encore bizarre qui s'est passé. Donc le père de Maura était en ville. Je pense qu'elle habitait, elle habitait dans une ville universitaire. Donc le père, il est venu la visiter. C'est loué une petite chambre d'hôtel. Il est venu la voir dans le but d'acheter une voiture pour Maura. Ils sont allés voir des agences pour acheter une voiture pour Maura. Et donc, le 7 février, c'est ça qu'ils ont fait. En soirée, ils sont allés souper ensemble. Après souper, Maura, elle avait une fête d'université. Elle est allée porter son père à sa chambre d'hôtel. Elle a emprunté sa voiture, qui est une Toyota Corolla, et elle est retournée au campus pour assister à la fête. Maura got to UMass. I'd go up there once a month or so. In fact, last weekend I saw her. I was up at UMass and we went searching to find a car. So get her a car, to go to do her nursing clinical trips and stuff like that. Elle est arrivée au party à 22h30 et à 2h du matin, elle est partie. Et en chemin vers la chambre d'hôtel de son père, Maura a frappé comme la rambarde. Donc, ils ont appelé la police. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucun test qui a été fait sur Maura pour voir si elle était en état d'ébriété. Parce qu'elle arrivait quand même d'une fête. 2h du matin, tu fais un accident, mais on n'a pas testé voir si elle était saoule à ce moment-là. Maura a été conduite à la chambre d'hôtel de son père et c'est tout. On sait qu'à 4h49 du matin, le père de Maura a appelé le petit ami de Maura. Mais on ne sait pas encore pourquoi le père a appelé le petit ami, c'était quoi le but de cet appel-là, mais en même temps, en ce moment, c'est pas très important. Donc, le lendemain, c'est un dimanche. Le père de Maura est allé porter sa fille au campus et il est retourné chez lui. À 11h30 du soir, le père a appelé Maura pour lui rappeler d'obtenir une sorte de papier pour l'auto et ils ont convenu que le lendemain, il allait se rappeler pour discuter de la paperasse pour la voiture. Donc, on retourne au 9 février, le jour de sa disparition. Elle envoie un email à son copain. On se rappelle qu'il est 1h de l'après-midi. Et après le email, on voit qu'elle a regardé sur Google Maps ou quelque chose comme ça. Comment se rendre de Berkshires à Burlington dans l'État du Vermont. Et elle a aussi fait un appel pour demander des informations pour louer une sorte de condo dans le New Hampshire. Puis ce condo-là, on a su qu'elle avait passé plusieurs vacances avec sa famille à cet endroit-là. Fait que peut-être qu'elle voulait réserver le condo pour une autre année, passer des vacances avec sa famille. L'appel a duré juste 3 minutes. À 13h24, Maura a envoyé un email à son superviseur pour lui aviser qu'elle ne pourrait pas travailler, qu'elle serait à l'extérieur de la ville pour une semaine environ parce que quelqu'un de sa famille était mort. Ce qui est complètement faux, personne de sa famille était mort, mais c'est la raison qu'elle a donnée à son superviseur. À 14h05, on sait que Maura a fait un appel au genre 411, pour demander des numéros de téléphone ou des informations. C'était pour obtenir des informations sur un hôtel dans l'État du Vermont. 14h18, elle a appelé son petit ami, elle lui a laissé un message parce que ça ne répond pas. Elle lui disait qu'elle lui promettait qu'il allait parler plus tard et l'appel a duré en fait juste 1 minute. Et là, Maura a quitté le campus, elle a amené avec elle des cosmétiques, des vêtements, des livres d'école et même sa pilule anticontraceptive. Donc elle prévoyait s'en aller un petit bout de temps. Donc, à 15h30, elle a quitté le campus dans sa Saturne noire 1996 parce que ses classes avaient été annulées à cause d'une tempête. Donc, elle a quitté le campus. À 15h40, Maura a retiré 280 $ d'un guichet automatique. On a vu sur les caméras qu'elle était seule à ce moment-là. Ça me rappelle beaucoup l'histoire de Marilyn Bergeron. Je ne sais pas si vous trouvez, mais tu sais qu'on la voit sur les caméras en train de retirer de l'argent. Et selon ses proches, elle était comme un peu, pas paniquée, mais elle avait l'air pressée. Ensuite, on l'a vu qu'elle est allée dans un liquor store, donc où on achète de l'alcool, et elle a dépensé pour 40 $ d'alcool. Elle a acheté une bouteille de Kahlua, une bouteille de Baileys, elle a acheté de la vodka, elle a acheté un vignet. Merde, mon amie française m'avait dit comment ça se dit en France, un vignet, mais c'est comme c'est une boîte de vin, là. C'est comme, au lieu d'une bouteille de vin, c'est une grosse boîte, là, puis il y a beaucoup plus de vin à l'intérieur. Au Québec, on dit un vignet. Mais elle a tout acheté ça, et ensuite, elle est allée chercher les rapports de son accident du week-end.
Maura a donc quitté Amherst, donc c'est la ville où elle vivait. Elle a pris l'autoroute transcontinentale 91 en direction nord. Bon, je vous le dis parce que c'est un détail important, mais je ne sais pas vraiment c'est où. On est maintenant à Woodsville, au New Hampshire, puis un peu après 19 h, il y a une résidente qui entend un gros boom à l'extérieur de chez elle. Elle regarde par la fenêtre puis elle voit qu'il y a une auto qui a foncé dans un banc de neige. Et à 19h27, la femme qui a vu l'auto a appelé le shérif de la ville pour rapporter l'accident. Il y a aussi un autre voisin qui a rapporté avoir vu quelqu'un marcher autour de l'auto accidentée. Un troisième voisin témoin a vu Maura qui était accidentée. Il s'est approché de l'auto pour lui demander si elle allait bien, qu'est-ce qui se passait. Selon lui, Maura ne saignait pas, elle n'était pas blessée ni rien. Elle allait bien, mais elle avait très froid et elle tremblait, sûrement de peur si elle venait de faire un accident. Le voisin, il a offert de l'aide, il a offert même d'appeler la police et Maura, elle a demandé de ne pas appeler la police. Elle a dit non, ça va, j'ai déjà appelé le AAA. Le AAA au Québec, c'est le CAA. En France, je ne sais pas si vous avez ça, sûrement, mais c'est un service là, quand tu dois te faire remorquer, quand ta voiture ne démarre plus, quand tu as laissé tes clés à l'intérieur de la voiture, tu appelles puis ils peuvent te dépanner. Mais en fait, le AAA, cette soirée-là, a confirmé n'avoir jamais reçu d'appel de Maura. Je crois que Maura a demandé au voisin de ne pas appeler la police parce que sûrement qu'elle était en état d'ébriété, sûrement qu'elle avait bu, donc elle ne voulait pas se mettre dans des problèmes. Mais le voisin, lui, il savait très bien que les téléphones portables, les cellulaires ne fonctionnaient pas dans cette région, donc il n'y avait aucun signal. Fait qu'il savait que Maura n'avait pas appelé le AAA, donc il est quand même rentré chez lui et il a appelé la police, malgré le refus de Maura d'appeler les secours. Il a appelé la police à 19h43 et la police a affirmé qu'elle avait déjà été prévenue et elle était en route. À 19h46, la police est arrivée sur les lieux de l'accident. Il n'y avait plus personne. La voiture était barrée et ils ont remarqué que le pare-brise était brisé à cause du choc. Donc, c'était quand même un impact assez fort. J'imagine qu'on peut croire que peut-être Maura avait l'intention de retourner à sa voiture. Peut-être qu'elle s'était éloignée, était cachée parce qu'elle avait peur de se faire arrêter par les policiers, surtout que si c'était le deuxième accident en 2 jours. Je présume que les 2 fois, il y avait un lien avec de l'alcool. Donc, si elle a barré la porte, on peut penser qu'elle avait peut-être l'intention d'y retourner, mais ça, c'est juste des suppositions. Les policiers ont quand même pu ouvrir les portes de la voiture. Ils ont retrouvé qu'il y avait du vin renversé à l'extérieur de l'auto et à l'intérieur, il y avait des bouteilles vides. Il n'y avait plus les cartes de crédit de Maura, ni son téléphone cellulaire, mais il y avait encore tous les livres d'école, ses vêtements, ses cosmétiques. Et on a remarqué aussi qu'il manquait la bouteille de Kahlua qu'elle s'était procurée. On s'imagine qu'elle l'avait bu en entier. Le voisin qui avait parlé à Maura et le policier, ils ont conduit dans les alentours pour trouver Maura, mais ils ne l'ont pas trouvée. Et vers 20h, la voiture de Maura, donc la Saturn noire, a été remorquée. Vers midi le jour suivant, Maura Murray a été reportée comme disparue. Un témoin a dit l'avoir vue vers 20h, donc au même moment que sa voiture a été remorquée ou que les policiers la cherchaient. Et Maura était sur le bord de la route et elle marchait à une vitesse quand même accélérée. Et selon la localisation, elle était à environ 6 km de l'endroit où elle a fait l'accident. Donc, elle n'était pas si loin, mais quand même pas si proche non plus, et elle marchait rapidement. J'imagine que du moment que le voisin l'a vue, au moment où les policiers sont arrivés sur scène, elle a vraiment marché rapidement, voire couru, parce qu'elle faisait beaucoup de courses, donc elle était experte. J'imagine qu'elle a couru parce que quand le voisin est venu lui parler, il était quoi, 19h45? Et à 20h, les policiers sont arrivés sur scène. Et à 20h, on l'a aperçue à 6 km de la voiture. Donc, elle a marché assez rapidement. La famille, le petit ami de Maura ont été interrogés, évidemment, interviewés. Les policiers pensent que Maura a fait une fugue ou s'est suicidée, mais personne de sa famille n'y croit vraiment. Mais en même temps, j'ai l'impression que dans toutes les histoires que je raconte, eh bien, personne de la famille croit au suicide, jamais. Parce que souvent, les gens laissent même pas de signes, comme de quoi qu'ils veulent se suicider. Le 11 février, le petit ami de Maura a reçu un appel et comme il était dans l'avion pour le New Hampshire, la personne a laissé un message vocal et on entendait quelqu'un pleurer ou on pense que c'était quelqu'un qui pleurait. Le petit ami croit vraiment que c'est Maura qui l'a appelé. On a retracé l'appel, ça provenait d'une carte d'appel. Le FBI a tout de suite pris le cas sous sa charge. Je crois que c'est assez rare que le FBI s'implique. Il faut vraiment avoir un doute que
que c'est un événement criminel, parce que sinon, pour des questions de suicide ou de fugue, je pense pas qu'ils s'impliquent autant. Ils l'ont cherché avec des hélicoptères, des chiens, mais ils n'ont rien trouvé malheureusement. Pendant ce temps-là, on a fouillé la chambre de Maura et on a réalisé que tous ses effets personnels étaient mis dans des boîtes. Tous les cadres étaient retirés du mur, comme si elle s'apprêtait à déménager. Surtout qu'elle n'avait pas parlé de déménagement à personne dans la famille. Elle s'apprêtait à acheter une voiture, fait que c'est assez étrange. Sur le dessus de toutes ces boîtes, il y avait une lettre imprimée. Donc, c'était un email qu'elle avait envoyé à son petit ami qui parlait des problèmes qu'ils avaient dans leur couple. En mars 2004, donc un mois après la disparition de Maura, une autre jeune fille dans la vingtaine qui est disparue à 1 heure de route de l'endroit où Maura est arrêtée, mais cette fois-là, c'était dans l'État du Vermont. Puis encore, c'était la même situation. Sa voiture a été accidentée. Elle a laissé sa voiture là et elle a disparu de la scène de crime. Fait que c'est vraiment bizarre parce que les deux disparitions sont presque identiques, mais les policiers ont dit qu'il n'y avait aucun lien entre les deux cas. En décembre 2004, il y a un homme qui a donné un couteau au père de Maura. Il lui a remis puis il a dit « Ce couteau-là appartient à mon frère. Et mon frère, c'est un criminel. Et cet homme-là habite à quelques mètres de l'endroit où Maura a disparu. » Et selon l'homme qui tenait le couteau dans ses mains, a dit que son frère et sa belle-sœur avaient agi vraiment étrangement dans les jours où Maura avait disparu. Et selon l'homme, ce couteau-là avait servi à tuer Maura. Et en fait, la famille de l'homme ont dit que cet homme-là avait des problèmes de drogue et que c'était pas du tout vrai, qu'il avait tout inventé pour obtenir la récompense parce qu'il y avait une récompense d'offerte pour quelconque information sur Maura, comme dans la plupart des cas de disparition. En 2009, on a décidé de traiter cette affaire-là comme un potentiel homicide. C'est encore le cas d'une personne disparue, mais on pense que ça pourrait être une disparition criminelle, donc un meurtre. Peut-être. Dans les articles que j'ai lus, on dit que sur Internet, la disparition de Maura est la parfaite obsession. Un casse-tête d'indices qui offre une illusion tourmentante. Si un bon détective connecte les points, peut-être que l'irrésolu pourra être résolu. Et à chaque jour, l'affaire attire des nouvelles recrues, analysant et dissectant et reconstruisant les détails de l'histoire. Si tu tapes Maura Murray sur Internet, tu vas avoir plein de documentaires sur elle, surtout en anglais, sur Reddit, encore là, je parle tout le temps de Reddit, mais sur Reddit, il y a des pages sur ça. C'est surtout là que j'ai trouvé les informations. Dans un article de journal en 2004, j'ai vu que le père disait que sa fille pouvait avoir des tendances suicidaires, mais ça revient au même cas que Marilyn Bergeron au Québec. J'ai fait une vidéo sur elle. Si elle avait voulu se suicider, pourquoi mettre en scène une grosse disparition comme ça? Je trouve que l'histoire se ressemble beaucoup. Pourquoi tout mettre en scène et inquiéter beaucoup plus la famille? Je pense que la famille ferait un deuil plus facilement si ils voyaient leur fille morte plutôt que disparue. Mais en même temps, la théorie du suicide, j'y crois beaucoup parce que si elle a mis toutes ces choses dans une boîte, si elle a tout pacté ces trucs, elle voulait peut-être faciliter la tâche à sa famille. On pense que peut-être qu'elle aurait refait sa vie ailleurs, mais je crois jamais vraiment à cette théorie-là parce que son téléphone ne s'est jamais rallumé depuis le moment de sa disparition, ni ses cartes de crédit, ni ses cartes de débit. On se rappelle qu'elle avait 280 $ sur elle, mais pour refaire sa vie ailleurs, c'est pas assez. Mais là, il y a son ancien coach de tracking. Il a avoué avoir déjà eu des relations avec Maura. Et pendant leur relation, pendant leur affaire, donc leur relation, Maura a avoué que parfois, elle avait envie de fuguer. Donc, ça pourrait être une hypothèse. On pense que peut-être qu'elle a carrément fui la ville et elle voulait commencer une relation de couple avec quelqu'un d'autre parce que dans son email qu'elle a imprimé, on a su que son petit ami l'avait trompée. Il y a quelque chose d'autre qui est intéressant parce que la soirée où Maura était à une fête sur le campus et qu'elle a fait l'accident, on pense qu'elle aurait peut-être trompé son petit ami cette soirée-là parce qu'il n'y a aucune des amies de Maura qui ont rien voulu dire sur cette soirée-là. C'était comme secret total, non, je peux rien dire. Donc, on pense que peut-être que Maura avait trompé son copain et ses amis ont dit, bien rendu là, ça sert à rien de le dire parce que on veut pas faire de la peine à son petit ami, puis ça change rien à l'histoire. Donc peut-être que Maura, justement, elle avait l'intention d'aller retrouver son amant. C'est vraiment des détails intéressants.
Et il y a 2 ans, donc c'était en 2015, il y a un homme qui a un blog, là, carrément juste sur Maura, il est vraiment intéressé à cette histoire-là. Et il a reçu un mail anonyme qui disait « As-tu déjà considéré que je ne veux pas être retrouvée? » Donc, avec l'Internet, c'est difficile de savoir si c'était vraiment Maura ou si c'est un troll qui s'est fait passer pour Maura, mais c'est quand même intéressant ce petit détail-là. Parce que ça se peut que Maura ait disparu et qu'elle ne veuille pas se faire retrouver. Je trouve ça vraiment fascinant, cette histoire-là, parce que ça ressemble à Marilyn Bergeron, mais ça ressemble beaucoup à l'histoire de Brendan Lawson aussi, que j'ai déjà parlé. L'homme a fait un accident, il s'est éloigné de sa voiture, il avait peut-être peur des policiers parce qu'il était en état d'ébriété et il a disparu. On ne l'a jamais retrouvé. Ça ressemble vraiment à ça. Si vous n'avez pas vu ces 2 histoires-là de Marilyn et Brendan, je vous recommande beaucoup, ça va vous intéresser. Donc, c'est tout pour l'histoire de Maura Murray. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà cette histoire de disparition et vous pouvez me donner votre hypothèse si vous en avez une qui est autre que la théorie du suicide et de la fugue. Donc, on se voit mercredi pour un chit-chat. Et d'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.